Sunday Night Production. Une première semaine de tour explosive, un duel XXL entre Vingegaard et Pogačar et LTDG en fringale sur l'étape du tour. C'est parti pour l'actu full gaz pour ne rien rater ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, Resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. bienvenue dans le podcast L'actu full gaz présenté par LTDJ depuis le col de Jouplane. Les résultats en deux spies, c'est parti et focus sur le Tour de France. Ouais, à part si vous habitez sur une autre planète, cette semaine vous avez dû voir que c'était le grand début du Tour de France et depuis le 1er juillet avec ce départ à Bilbao. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Antoine, il y a eu pas mal de gros résultats. Ouais, en effet, la semaine dernière, on avait pu vivre le premier week-end à Bilbao, on était sur place. Et là, non, on a suivi d'un peu plus loin et on a vu un Philipsen qui a laissé que les miettes aux autres sprinters avec 3 victoires d'étape sous l'étape 4, 3 et 7. Ouais, franchement, au niveau des sprinters, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment le meilleur sprinter du monde. Je pense que tu vas pas me contredire. Il a gagné toutes les étapes de sprint, sauf celle de Limoges qui a été remportée par Mats Pedersen. Donc 100% de victoire belge sur les sprints. Ça fait un peu mal à la France, ça par contre. Ouais, ça fait un peu mal aux Français, mais Brian Cocard est en forme et il est souvent placé, donc on espère qu'il pourra venir nous prendre une petite étape avant la fin de ce Tour de France. Et ce que j'aime aussi avec Brian, c'est qu'il va dans les échappées pour essayer d'aller marquer des points au maillot vert, même s'il sait que ça va être très compliqué de jouer le maillot vert avec un Philipsen qui fait 1 ou 2 sur tous les sprints. Ouais, vu qu'il fait 1 ou 2 sur tous les sprints, il ramasse tous les points du maillot vert et Brian Cocard, je pense que Panache. panache est deuxième quoi, à la Wout. Qu'est-ce que je voulais dire? Philipsen, il est beaucoup aidé par un très très fort poisson pilote. C'est un petit jeune qui marche pas trop mal. J'ai oublié son nom là. Ouais, Van der Van der Poelidor. Van der Poelidor. Parce que hier il partait de moitié français, hein, donc toutes les victoires de Philipsen, il y a un quart qui revient à la France. Mais... Ça c'est le décompte LTDJ pour les victoires françaises. Non ouais, Philipsen lancé par Van der Poel, c'est le meilleur train. La meilleure équipe de sprinters Ouais, mais même sur l'étape où Cavendish fait 2 là, avant sa chute, on y reviendra, mais tu vois, il lance Philipsen même d'un peu trop loin, je trouve, et Philipsen il arrive quand même à avoir genre le petit truc d'esprit de se dire ok, je vais me reglisser dans la route Cavendish, je vais repasser, enfin il a l'air vraiment facile et au-dessus du lot dans tous les sprints, le Philipsen. Ouais, clairement c'est le meilleur sprinter du plateau et le meilleur sprinter du monde en ce moment, donc il laisse rien. Ensuite on a vu une très belle étape sur l'étape 5 qui finissait à Larens, et on a vu Jai Hindley qui s'est imposé dans l'échappée et qui a repris du temps à ses opposants pour la 3ème place. Et on a surtout vu Pogačar et Vingegaard ne même pas se soucier de Jai Hindley qui a déjà gagné le Giro en échappée. Ouais, Jai Hindley, honnêtement, je kiffe ce mec, il est tellement sous-coté, je sais pas ce que t'en penses, genre personne le met dans les... Enfin, on le mettait de loin dans les favoris pour le podium et tout ça. Le gars a remporté le Giro l'année dernière. Enfin, c'est un gros crack. Il marche super bien. Là, il a préparé son Tour de France sans faire de vagues. Et il arrive, on le laisse se mettre dans une échappée et reprendre du temps. Maintenant, pour moi, c'est le grand favori pour la 3ème place. C'est le grand favori pour la 3ème place. Surtout que, encore hier, sur l'étape du Puy de Dôme sur laquelle on va revenir, il était parmi les derniers à lâcher la roue des deux cracks, des deux extraterrestres, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. D'ailleurs, ce jour-là, Vingegaard a assommé Pogačar dans la montée finale. Tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé, Grégoire? C'était la côte de quoi déjà? Je m'en souviens plus comment elle s'appelle. Marie-Blanc. Je crois que c'était dans Marie-Blanc où Vingegaard il lâche Pogačar. Là, on a eu peur pour le suspense du Tour de France et on s'est dit que c'était déjà plié. Et finalement, le lendemain, Pogačar il a retapé du poing sur la table et il allait se venger en haut de la côte de Gandesque. Et ouais, d'ailleurs, donc Jai Hindley qui s'impose et qui prend le maillot jaune, même si derrière on a dit que Vingegaard avait repris du temps à Pogačar. Vingegaard n'a pas pris le maillot jaune, mais le lendemain, il s'est vengé et le lendemain, il reprend le maillot jaune. Mais il perd du temps sur Pogačar. Et sur une journée fantastique pour la Jumbo, un travail d'équipe exceptionnel avec Wout en tête de fusée. Fantastique pour la Jumbo, ouais, ils récupèrent le maillot jaune, mais ils perdent du temps sur leur principal adversaire, je parle de Pogačar. Je parle de la tactique là, avec l'accélération dans le Tourmalet, puis Wout qui dans la remontée, qui met tout. Ils étaient tellement forts qu'ils roulaient à l'avant du peloton et Wout van Aert roulait dans l'échappée. C'était vraiment une journée exceptionnelle, effectivement. Mais bon, au final, ils perdent l'étape, quoi. C'est Pogačar qui remporte l'étape et qui reprend une trentaine de secondes à Vingegaard. D'ailleurs, Pogačar s'est dit soulagé à l'arrivée. En effet, il a dit vu ce qu'avait montré le jour d'avant Jonas Vingegaard, j'avais quand même un peu peur. Et là, Pogačar s'est rassuré ce jour-là, même s'il n'a pas le maillot jaune, c'est Vingegaard qui l'a à la fin de cette étape. Il s'est quand même bien rassuré et il revient à 27 secondes ou un peu plus, je sais plus exactement. Ouais, là, je sais que du coup, hier, il a repris encore du temps à Vingegaard et que là, il a genre 17 secondes
de Vingegaard. Donc 17 secondes pour une première semaine, c'est que dalle, sachant qu'ils sont attaqués tous les jours. Après, moi, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'en continuant sur ce rythme-là, ils risquent même de se cramer? Il va forcément des jours où ils vont complètement chômer. C'est pas possible. Ils peuvent pas s'attaquer tous les jours comme ça. En fait, moi je pense que ces deux-là, ils sont sur notre planète. Faut arrêter de penser à ce qui est normal ou pas normal. Ils sont juste au-dessus. Donc tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait sur le vélo, il faut arrêter de le penser. Leur laisser faire leur Tour de France à deux, se mettre des cacahuètes et laisser les autres se battre pour la troisième place, qu'on a déjà dit, où Jay Hindley est troisième et a une belle longueur d'avance. D'ailleurs, pour la course à la troisième place, on a le petit français Bardet et Godu qui ont perdu du temps hier au Puy-de-Dôme. Ouais. Alors c'est pas énorme, on a vu Pinot essayer de sauver les meubles pour Godu en roulant à bloc pour lui dans le Puy-de-Dôme, dans les 4 derniers kilomètres. Mais bon, ils sont encore bien placés dans le top 10, hein, mais c'est quand même dommage pour nos Frenchies. Dommage pour les deux Français qui jouent le général. Après, Grégoire, il reste les Alpes. Donc les Alpes, c'est là où tout va jouer. Hier, nous, on était sur l'étape du Tour. On va y revenir. Et il y a des étapes qui sont, même les étapes qui passent un peu plus simples, entre guillemets, qui n'arrivent pas au sommet. C'est des sacrés chantiers. Et je pense que les différences, elles vont se faire. Et allez, je te lance sur un petit truc, Antoine. Sur cette première semaine du Tour de France, les trois moments que tu te souviens, dont tu te souviens, ça peut être des moments de course ou des moments de toi sur le terrain, des trucs qui t'ont marqué. Les 3 moments que tu as préférés sur le Tour pour le moment. 1-1, largement, la victoire de Victor Lafay qu'on a vécu en direct de Saint-Sébastien, c'était impressionnant. Avec tout ce qui est autour. Avec tout ce qui est autour. En 2, c'est le panache de Pogacar qui se relève après avoir été assommé à la Reims par Vingegaard. Et en 3, la supériorité du duo Van Der Poel-Philipsen dans les sprints. Et toi ? Ouais, moi, je pense que il y a les 3 choses qui me marquent vraiment de cette première semaine, c'est la victoire de Victor Lafay. On l'a vécu l'intérieur, ça c'est peut-être l'un des plus beaux souvenirs de notre vie sur le terrain, avec l'équipe Cofidis qui était là de partout, les gars qui viennent nous check. Enfin, c'était incroyable de vivre ça vraiment de l'intérieur, quoi, au pied du podium. Ensuite, tu as la supériorité de Philipsen dans les sprints. C'est impressionnant de voir à quel point il est au-dessus avec effectivement son poisson pilote. Et j'aimerais aussi, moi, un truc qui m'a marqué, c'est la perf de Michael Woods hier, qui a presque repris 2 minutes dans les 4 derniers kilomètres du Puy-de-Dôme à Matteo Jorgensen qui était parti de très loin, qui commençait un peu à taper la tête, mais quand même une grosse perf et une belle victoire pour l'équipe Israël du sponsor canadien Premier Tech. Donc je pense que ça leur fait plaisir. Encore le 3e Canadien qui s'impose sur le Tour. Moi, ça m'a marqué. En plus, il y a la 2e place de Pierre Latour derrière qui fait une perf extraordinaire. Ouais, c'était une belle journée hier. Même si on s'attendait à une vraie explication entre favoris, comme dans le duel Anquetil-Poulidor sur ce Puy-de-Dôme, cette étape qui était censée être mythique. Ouais. Finalement, je sais pas ce que tu en as pensé, Grégoire. C'était un peu moins mythique. La montée finale sans public. Bon, on allait le reconnaître. Mine de rien, il y a Pogacar qui vient reprendre quelques secondes à Vingegaard, mais bon, c'était pas l'étape tant attendue qu'on nous avait vendue. En vrai, Antoine, de toi à moi, qu'on allait reconnaître la semaine, il y a 2 semaines, c'était maintenant, qu'on allait reconnaître le Puy-de-Dôme là pour Eurosport. On l'a monté, tu l'as vu la montée, on se l'est dit, ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Oui. En vrai, c'est mythique. Parce c'est que une grande départementale jusqu'au pied, et t'as la barrière, t'as les 4 derniers kilomètres à 12%, effectivement. Et même quand tu commences à un peu t'intéresser à l'histoire, tu vois que le duel Anquetil-Poulidor, en vrai, il s'est rien passé. Ouais. Que ça s'est pas attaqué avant le dernier kilomètre, et c'est juste Poulidor qui a accéléré dans le dernier kilomètre, et il a fait péter. Il a fait péter Anquetil, mais avant ça, il s'est pas passé grand chose. Ce qui s'est passé hier entre Vingegaard et Pogacar. Ça s'est attaqué dans le dernier kilomètre, quoi, pas avant. Et en vrai, ils se sont regardés tout le long de la montée. Et c'est leur directeur sportif, là, Germanini, je sais plus comment. Pas très bon. La précision chez le TDG. mais bref, il disait qu'au final, c'était presque pathétique. En vrai, la montée, c'était côte à côte, ils avançaient pas. Et il y a même Montes et un autre Espagnol qui sont partis pour aller s'imposer. Alors qu'il y avait même 1 minute de bonus. Enfin bref. Ouais. Je trouve que c'est un peu surcoté en vrai comme montée. Oui, et moi, vraiment, ce qui me dérange, ok, c'est pour protéger la faune et la flore, je suis complètement d'accord. Mais s'il y a une montée, on peut pas mettre de public, ne pas aller sur la montée. Parce que le Tour de France, ce qui fait le charme de cette épreuve, c'est aussi le public et les passionnés qui viennent sur les routes, et même les non passionnés qui viennent et qui viennent foutre l'ambiance. Parce que hier, du coup, nous, on a regardé le final. Il y avait moins de charme, hein, faut pas se mentir. Ouais, et puis même la montée, on s'attendait à un truc de ouf par rapport à ce duel, mais au final, on le savait quand on allait reconnaître qu'il allait rien se passer, quoi. Ça allait vraiment être un bide un peu cette étape. On l'a fait maintenant, arrivé en haut du Puy-de-Dôme, patrimoine mondial de l'UNESCO et tout, c'est génial. Je suis pas sûr qu'on le revoit c'est pour ça qu'on le voit tous les 30 ans peut-être, tu vois. Ouais, c'est ça, pour faire rêver. En tout cas, dernier point pour conclure sur ces résultats en 2 spi qui n'étaient pas si 2 spi pour une fois, Grégoire. On voulait vraiment revenir sur ce Tour de France, cette première semaine qui est très important, pour après vous parler de l'étape du Tour qu'on a vécu et qui va être empruntée par les pros.
Je voulais revenir sur un abandon tragique. Une personne qui avait le record à égalité de victoires sur le Tour de Steph France. Kras. Non, c'est avec Eddy Merckx. Je parle bien sûr de Mark Cavendish qui a chuté et qui s'est fait directement la clavicule et qui a abandonné le Tour de France. On l'a vu en pleurs directement. Ouais, c'est un peu le sprinter qui berçait nos Tours de France avec Sagan, quoi, nous quand on était petits. Et c'est hyper décevant de le voir abandonner son dernier Tour de France avec 34 victoires. Il est à une victoire du record. S'il va gagner et 35 victoires, il bat Eddy Merckx. Tout le monde le sait. Donc c'est vraiment dommage, vraiment triste. Et je pense que ça a un peu secoué le monde du vélo. C'était un peu l'un des gros enjeux de ce Tour de France. Il y avait le duel Pogacar-Vingegaard et il y avait ce record à aller chercher, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc on est vraiment déçus. On espère le revoir l'année prochaine, mais a priori, je pense que c'est sa dernière année de vélo. Et je te propose que sur cette note un peu plus triste, entre guillemets, on passe sur le focus qui est notre étape du Tour. L'étape du Tourito. Je crois pas comme ça qu'on dit. Si, en espagnol. Ah ok. Et oui, pour vous, on allait au casse-pipe sur l'étape du Tour, donc il sera l'étape du 15 juillet entre Annemasse et Morzine, les Portes du Soleil, avec notamment le col de la Rama et le col de Jouplan, un hors catégorie qu'on ne connaissait pas. Et je peux vous dire que maintenant on le connaît et on n'est pas prêt d'y retourner. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape du Tour, Grégoire? Tout d'abord d'un point de vue technique avec le Tour de France. Ah, si on devait mettre en relation par Ouais. rapport à... Je pense que ça va être un beau chantier et c'est une étape qui peut convenir soit à une échappée, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de vallées, il y a que 10 bandes de vallées, donc si ça s'échappe et que ça prend un peu de dents dans les montées, c'est possible que ça aille au bout. Après, s'il y a... Tu vois, moi je vois bien par exemple un Pidcock qui sera dans un fond de top 10, tu vois, à 5-6 minutes, essayer d'aller se glisser dans l'échappée. Parce qu'il y a pas mal de descentes et pas beaucoup de vallées. Et un mec qui s'échappe qui fait les descentes à bloc, il peut récupérer pas mal de temps vu comment c'est technique. Et il peut aller s'imposer, après dans Jouplan. Et après, la descente de Jouplan est ultra technique. Donc tu vois, un bon descenteur à la Philippe, Pidcock, à la Philippe, peut-être pas assez bon grimpeur. Mais t'es d'accord avec moi ou pas là-dessus? Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça va être la journée qu'ils vont laisser aux échappées parce qu'on a le Grand Colombier avant. Et le lendemain, si on finit, le lendemain, on finit à Saint-Gervais. Mont-Blanc. Encore en arrivant au sommet. Donc je me dis que c'est peut-être le jour où les deux ogres Pogacar et Vingegaard vont laisser une chance à l'échapper. Alors un Romain Bardet qui a perdu beaucoup de temps peut aussi laisser imposer avec des descentes assez rapides, mais surtout la dernière descente là vers Morzine qui va être technique et tout. Chantier. Parce que surtout qu'on pensait à un Pidcock au départ, mais Pidcock je pense qu'il a trop d'avance pour laisser imposer Trop d'avance. par rapport pour la 3ème place. Il est trop proche au classement général. Ah oui. Il n'aura pas de ticket de sortie quoi. Je sais pas. Après, tu vois, si c'est les favoris qui... Ouais, le problème, c'est que si c'est les favoris qui jouent la gagne, ce sera Pogacar ou Vingegaard. Et maintenant, on va revenir d'un point de vue plus expérience de vie, aventure, Grégoire. Donc, nous, on a fait cette étape, 157 km, plus de 4100 mètres de dénivelé. Surtout que nous, on a dû rentrer à la voiture après Annemasse, donc ça fait 200 bornes de sortie, 7h30 de vélo. Ah, une belle journée sur le vélo, ouais. On avait, au début de l'étape, il y a 3 cols. Le col de Saxel qui est assez 3ème catégorie, donc plutôt simple. Et pour tous ceux qui n'ont pas cru, on était vraiment avec un groupe qui roulait fort et ça se passait vraiment sur le gros plateau. Oui, donc lui se passe gros plateau. Et après, on a le col de Cou qui est 7 km à 7,4% et le col de Feu, 5,8 km à 7,8%. Avant d'entamer les deux plats principaux de la journée, donc le col de la Rama, 14 km à 7% et le col de Jouplan, 11,6 km à 8,5% de moyenne. Donc on a fait tout ça. On a mis 6 heures au chrono avec les pauses parce que Strolegno a crevé. T'as crevé 2 fois. J'ai crevé 2 fois, ouais. Et ben on a mis 6h35 au chrono. On termine 1500ème, donc dans le top 10%. On aurait aimé bien faire un peu mieux, mais on était un peu cramé. Qu'est-ce que t'as apporté de cette aventure? Moi, je trouvais ça super dur. Ouais. Honnêtement, c'était vraiment moi j'ai passé l'une de mes pires journées sur le vélo. À partir du col de la Rama, j'ai pas supporté la chaleur ou je sais pas, j'étais pas en canne. C'était très mauvais jour sur le vélo. J'ai pas cherché d'excuses. C'était vraiment un très très mauvais jour sur le vélo. Et j'ai commencé à ramer. Alors ça allait encore. Hein, je me tenais, tu vois, j'ai pu tenir l'école, mais j'avais pas les cannes et j'ai fait tout au mental. Mais je sais pas comment t'expliquer, la chaleur et tout, j'avais mal au crâne, j'arrivais pas à boire, l'eau elle était brûlante, j'arrivais pas à la boire. J'étais obligé de m'arroser. Dès qu'il y avait un supporter au bord de la route qui mettait de l'eau, j'allais me faire arroser en passant devant eux. Ça a pas été un bon jour. Toi, je crois que t'as mieux vécu les montées que moi. Hein. J'ai mieux vécu les montées que toi, mais les descentes étaient assez pas très techniques, mais je suis mauvais descendeur, donc on va pas se mentir. Et du coup, je galère en descente, surtout avec le monde. On se rend pas compte, il y avait 16 000 personnes sur la route, c'est incroyable. Et bah, faut le dire, je fiotais un peu en descente.
mais dans les montées ça se passait bien, même si moi un col que je connaissais pas personnellement et que j'ai appris à découvrir et qui est pour moi l'un des cols le col le plus dur que j'ai fait de ma vie, c'est le col de Jouplane. En fait il n'y a pas de repos, Mais t'as tout le temps des pourcentages au-dessus de 10%. t'as trouvé ça plus dur qu'un col de la Lose? J'ai trouvé ça plus dur que le col et on allait reconnaître le col de la Loge. Je vous invite à suivre dans les prochains jours, ça sortira sur Eurosport France. Notre reconnaissance est sur LTDG, donc venez nous suivre sur les réseaux, c'est important pour suivre tout ça. Oui, pour moi c'est plus dur que le Grand Colombier, c'est plus dur que le col de la Loze. C'est ouais. Ouais, en fait, Et il n'y a par pas de rapport repos, ça se termine jamais. Ouais, non, mais je suis d'accord. T'as pas avec de toi, replat, t'as mais rien. de là, parce que tu l'as aussi après, qu'on a vraiment, c'était vraiment dur. Il y avait tout l'enchaînement avant. C'est possible aussi qui nous a paru très dur. Mais toi, par exemple, t'as eu la chance d'aller rouler beaucoup en Colombie. Il y a beaucoup de cols très compliqués. Tu vas me dire que c'est plus dur qu'un col que t'as pu faire là-bas. Ouais, non, vraiment. Alors non, Sur l'altitude, en quoi. Colombie, il y avait des cols vraiment durs que je ne suis même pas allé. Tu avais par exemple le col de la cathédrale. Donc c'est marrant, c'est à Medellín et c'est un col qui monte jusqu'à la cathédrale. Lui, il fait 9,9 km à 12% de moyenne. Donc autant, lui, sûrement qu'il doit être plus dur, mais je ne l'ai pas fait. Là, je te parle des expériences que j'ai faites. Jouplane était vraiment dur. Après, il y avait aussi l'enchaînement. J'étais cramé, ça faisait long. Bien sûr, vous voyez qu'on fait beaucoup de contenu, que ce soit sur podcast, en création vidéo, on était sur le Tour de France. Donc il y a un peu moins d'entraînement et un peu moins d'endurance aussi. Et du coup, forcément, c'était très dur à vivre. Et j'ai vu quand on est parti à 16 000, il y en a que 11 000 qui ont fini. Donc, Ça veut dire de la dureté. Mais surtout, ouais. c'était la clavicule. Hein. On dit canicule. Ah oui, on dit canicule, je crois, Grégoire. Ah, bah, pardon. Ah, tu t'es pris pour Franck Ribéry là ou quoi? La roue qui tourne va tourner, de toute façon. Non, oui, c'était la canicule, il faisait super chaud toute la journée 36, insupportable. Ouais. Moi, le pire, j'ai trouvé, c'était vraiment la chaleur. Et dans la Rama, il n'y a pas d'air. Et pour le Tour de France, ça va être une étape magnifique. Alors, sur le papier, je pense qu'on l'a peut-être un petit peu sous-estimé, tu vois, le tracé. On l'a sous-estimé. Parce que les premiers cols, ils sont pas longs, ils sont durs, mais pas longs. Donc, on peut passer ça avec de l'entraînement. Mais le truc, c'est que derrière, c'est deux gros morceaux. Hein. C'est Jouplane en fait. Jouplane à la fin, il est horrible. Il est là juste pour te finir, pour te mettre mort sur la route, pour te rappeler que ouais, finalement, face à la montagne, t'es tout petit. Tu sais, ouais, c'est ça. En vrai, hier, j'ai dit la phrase de Pinot, tu sais, genre au pied, tu te sens tout petit, en haut de la montagne, tu te sens super grand. Non, moi, je me sentais pas grand en haut de Jouplane hier. Je me sentais sec. Je me sentais encore plus petit qu'au pied, genre. Voilà, J'étais il mort. faudra faire aussi attention. Donc, l'étape du tour, le chrono se terminait en haut de Jouplane pour éviter qu'il y ait des descendeurs qui fassent la descente à bloc. Mais sur le tour, non. sur le tour, ça terminera en Et bas. tu sais, Donc, il faudra faire. La descente est assez technique, donc il faudra Surtout faire attention. l'arrivée dans Morzine, je trouve il y a pas mal de Ouais. virages. J'ai l'impression qu'ils vont faire des détours un peu dans Morzine, c'est bizarre. Et Ouais, mais en vrai, ça se passe bien à pleine bourse, ça se passe bien. Mais bon, à mon avis, j'espère qu'il y en a qui l'ont reconnu cette descente parce que s'il y a un mec qui a pas reconnu, qui arrive à bloc dedans, il y a vite moyen de se retrouver dans les barrières. Autant dire, je pense que sur le tour, ça arrivera en solitaire sur cette étape, parce que c'est tellement dur En vrai, Jouplane j'espère. c'est tellement dur Jouplane qu'il n'y aura pas de groupe. Tu vois, j'espère parce que s'il y en a deux qui doivent se jouer la gagne dans la descente, ça va être vraiment chaud parce que enfin, il y aura pas de sprint à Ouais, deux. il y a un peu des trous dans la descente aussi, ça Même marquait. s'ils arrivent à deux en haut de Jouplane, je pense que tu vois dans la descente, il y aura des écarts. Forcément, il y aura pas de sprint, mais du coup, j'espère qu'il y aura pas deux mecs qui vont se faire la course en descente. Voilà, en tout cas, vous avez bien compris, nous on a fait l'étape du tour en fringale, et maintenant on passe à la rubrique ça va frotter. Ça va frotter. Du coup, j'ai une question à te poser, Grégoire. Si tu devais noter ce départ de Tour de France sur 10, tu mettrais combien et pourquoi? Rapidement. Ah ouais, rapidement, je suis prêt au dépourvu. Moi, je mettrais un bon 8 sur 10, tu vois. Un bon 8 sur 10 parce qu'il reste encore du suspense. Pogacar, Vingegaard, 17 secondes. Parce qu'on a vu d'autres coureurs aller remporter des étapes. On a vu des échappées. Là en tête, j'ai Woods. On a vu un coup du kilomètre. Bam, voilà, on l'aura vu une fois au moins sur ce tour. Donc Victor l'a fait, magnifique. Une victoire française. On aura vu un Wout comme en 2022 qui va rouler sur tout le monde. Et surtout, on a encore du suspense aussi pour la 3ème place. Donc en vrai de vrai, le tour me régale. Et je mets pas 10 parce que pour les sprints, c'est un peu plus relou, quoi. Philipsen, il gagne à chaque fois. Non, ok, moi je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, mais je mettrais même un 9, 9,5 parce que pour moi, c'est le Tour de France parfait. On a tout, on a la victoire française, on a un duel pour la première place, on a des beaux sprints. Voilà, le seul point noir, c'est l'abandon de Cavendish. On a même des échappés qui vont gagner. Pour moi, c'est un 9,5 sur 10. Ouais, Très très bon. Ouais, ça s'entend, mais en vrai de vrai, on peut pas être aussi bon, tu vois. Si t'es gentil comme ça avec tout le monde sur les notations. Si, moi 9,5 sur 10 et je tiens ma parole. Ensuite, on passe à ton big up, Greg. C'est qui le big up de cette semaine? De cette semaine-là, big up à Pierre Latour. Ouais, parce qu'il m'a régalé hier.
Il fait deuxième de l'étape. On sait qu'il a des difficultés. Son interview après course, elle est hyper émouvante en mode. Il l'a même dit comme ça. Il a dit les gars, moi j'ai l'habitude de faire la merde et l'équipe elle me fait confiance, elle m'emmène sur le tour. Il va chercher une deuxième place. Je pense que l'équipe elle est plus contente. Tu vois, la deuxième place c'est mieux que ce que fera Peter Sagan sur le Tour de France. Bravo à toi, Pierrot, tu fais briller les couleurs de la Total Energy. Et Björn Gode aussi a fait du bon travail dans l'échappée pour la Total. Et toi, c'est qui ton big up? Moi, mon big up, aujourd'hui, je vais personnifier une montagne littéralement. C'est Jouplan. Big up à Jouplan que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître et que j'ai appris à détester aussi. Et que je pense que je vais bien me marrer quand je vais voir les pros dedans. Surtout le groupe Eto là. Je vais essayer de regarder à combien il monte. Jacobsen dans Jouplan, il va douiller. Sale temps pour les gros. Ouais, sale temps pour les grosses cuites, pour les sprinters. Ça va être vraiment très très dur et il va falloir être chaud pour aller dans les délais. Allez, on passe à l'actu full gas avec un E, Greg. Allez, c'est parti. Hein. Et du côté du vélo féminin, le Giro Femmes s'est terminé après 9 étapes difficiles ce dimanche. Et du coup, une belle deuxième place de Juliette Labousse, notre française. Et elle termine derrière Van Vleuten, qui a été stratosphérique et qui s'annonce comme grande favorite de ce Tour de France. Grande favorite, elle ne sera pas seule, parce que je pense que justement ça nous promet une belle bataille entre une Vollering qui n'a rien laissé, qui a tout gagné cette année, et Van Vleuten qui peut-être a commencé la saison plus doucement, mais qui la monte en puissance et vient remporter la Volta, et vient remporter le Giro Donne. Donc non, je pense qu'on va avoir vraiment une belle bataille. Moi j'ai juste une question, Antoine. Tu penses pas que la tendance est en train un peu de s'inverser entre Van Vleuten et Vollering? Parce qu'on voit quand même que Demi Vollering elle a tout gagné sur les classiques là, au printemps. Par contre, tu vois, sur les grands tours, sur la Volta et le Giro, bah, c'est Van Vleuten qui s'impose et pas Vollering. Oui, mais je te rappelle ce qui s'est passé sur la Volta. On va pas refaire le scénario. Vas-y, rappelle-moi, parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui savent pas ce qui s'est passé sur Van Vleuten gagne la Volta Femenina en attaquant sur une pause pipi de Demi Vollering qui n'est jamais rentré et qui vient perdre tout le temps. Lors de la dernière étape, qui était aussi une arrivée au sommet, et bah Demi Vollering revient à, je crois, à quelques secondes, 4 secondes, ouais, un truc comme ça. Après une grosse ascension dans le brouillard au lac de Covadonga. 4 secondes de Van Vleuten. En gros, autant vous dire que si Van Vleuten n'avait pas gagné du tour sur l'attaque pipi, et bah l'attaque pipi, retenez bien l'attaque pipi, et bah Demi Vollering aurait largement gagné la Volta. Donc moi je m'attends à une super bataille et on va voir, pour avoir rencontré Demi Vollering après la Volta, je pense qu'elle a le Tour de France dans la tête elle a le couteau entre les dents. Elle a le couteau entre les dents. Là on peut parler de vengeance là. Et là on peut parler de vengeance. Donc j'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est du reste du classement général de ce Giro Donne, on a Gaia Realini de la Lidl Trek qui termine 3ème. Donc félicitations à elle qui confirme son montée en puissance et franchement la grimpeuse de poche elle est vraiment forte. Et pour ce qui est des équipes françaises, on a Cécilie Loutre-Poudvig qui termine 6ème pour la FDJ Suez, qu'on salue, bisous à la famille. Ensuite, elle a l'air trop cool en plus Cécilie, j'ai trop envie de la rencontrer. En fait, ils sont trop forts en communication, la FDJ Suez, t'as trop envie d'être pote avec toutes les filles. Ouais, c'est vrai. Voilà un peu sur ce qu'on retient de ce Giro Donne. Et on a hâte de voir le Tour de France partir le 23 juillet de Clermont-Ferrand. Et arriver au Tourmalet. À Pau, en passant par le Tourmalet. C'est ça. Donc voilà, magnifique. En tout cas, l'actu full gas c'est terminé pour aujourd'hui. Non. Si, c'est déjà fini. Ouais, c'est déjà fini. Oh non. On espère que vous avez kiffé suivre ce nouvel épisode avec nous. Si c'est pas le cas, et bah vous pouvez pas le dire dans les commentaires, mais faites-nous des retours sur Instagram, les réseaux sociaux. Constructif toujours, ouais. Et voilà. Et Grégoire, je te laisse le mot de la fin parce que je n'ai rien à dire. Poulet, voilà. Poulet, pourquoi poulet? Tu peux m'expliquer? Parce que j'étais un petit poulet en vrai. Voilà, on a notre expression du tour. On a une petite expression avec Grégoire qu'on a ramené de Colombie d'ailleurs. C'est poulet en fait. Être un poulet, c'est-à-dire voler sur une étape longue, voler, mais pas longtemps, comme un poulet quoi. Grégoire, sur les premiers cols, il volait quoi. Gros plateau, il était à fond. Puis Jouplan, il a terminé en fringale. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire un retour sur Instagram. Et l'actu full gaz, et bah on est de retour l'année prochaine. Ciao les amis. Ciao.